Bonjour à tous. On va pouvoir commencer très progressivement parce qu'il y a encore des personnes qui se connectent et tant mieux. Bienvenue au Mardi de la donnée de santé, cet épisode qui va être consacré à un des modules de notre programme sur l'entrepôt de données de santé. Avant de le lancer, avant de parler de pourquoi on en est arrivé là et puis véritablement de vous le présenter, on va faire un tour de table avec les personnes qui vont pouvoir prendre la parole à différents moments de ce webinaire. Donc moi, je commence quand même par présenter, je suis Caroline Guillot, en charge de la direction citoyenne au sein du Health Data Hub. Je laisse la parole à Arthur pour qu'il puisse se présenter. Bonjour à tous et toutes, je suis Arthur Dauphin, je suis chargé de mission sur le numérique en santé pour France Asso Santé, qui est une fédération d'associations de patients et d'usagers de la santé. Merci beaucoup, Marie. Bonjour à tous, Marine Lachevert, je suis juriste au service de la santé de la direction de l'accompagnement juridique de la CNIL. Merci beaucoup, Claude. Bonjour à tous, donc Claude Gissot, je suis le directeur de projet administration ministérielle et données et ouverture des codes des algorithmes au ministère de la Santé, à la direction recherche, évaluation, études et statistiques, et j'accompagne cette formation au titre de la relation au ministère avec notamment la plateforme des données de santé ou HDH. Merci beaucoup, Hervé. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hervé Servi, je travaille pour une CRO, une société de recherche clinique qui s'appelle Sanoya, et on a le plaisir d'accompagner le Health Data Hub et ses différents partenaires dans la mise au point, la réalisation et l'optimisation de ces différents contenus. Merci. Merci beaucoup. Et une dernière, Caroline. Bonjour à tous, Caroline Germain. Donc, je suis en charge du pôle innovation et données, et plus particulièrement de l'entrepôt de données de santé à l'assistance publique et aux hôpitaux de Paris. Merci beaucoup. À toutes fins utiles, je voudrais rappeler quelques éléments sur les mardis de la donnée de santé parce qu'on a évolué dans le programme. On existe depuis maintenant quasiment un an. Le premier programme était sur le système national des données de santé, composé de plusieurs modules, des modules que vous pouvez retrouver notamment sur notre site internet. Et il en va de même des autres programmes que l'on présente progressivement. Ici, vous êtes sur entrepôt de données de santé et d'autres programmes seront à venir sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur les différents types de données de santé, dont données de santé environnement, données génomiques. Pour ce qui est d'EDS, deux premiers modules sont déjà en ligne téléchargeables qu'on vous présente maintenant, mais le webinaire, évidemment, il va y avoir ici 5 épisodes pour avoir une vue vraiment d'ensemble précise et détaillée sur ce que sont et comment on constitue un entrepôt de données de santé et où est la place des usagers à cet égard. Plusieurs choses aussi. Donc, vous pouvez dialoguer avec nous sur le chat. On essaiera à la fin de cette présentation, donc plutôt vers 12h30, de répondre à vos questions. On ne peut en général pas répondre à toutes, mais on s'y engage et on l'a fait notamment pour le premier programme sur le système national des données de santé, d'adresser une réponse à l'ensemble de vos questions. Mais on en prendra évidemment le plus possible pendant cet épisode. Quelques éléments de contexte mais ça ne prendra qu'une minute après qu'on rentre dans le vif du sujet, sur le pourquoi de cette formation sur les entrepôts de données de santé. Je voudrais redonner un tout petit peu de sens sur ce qui fait qu'on l'a mis en œuvre. Donc, il y a plusieurs mois, et même maintenant, ça fait, je crois, un an et demi, France Asso Santé a demandé au Health Data Hub et notamment à sa direction citoyenne finalement d'avoir une aide sur comment mieux inscrire les usagers dans les entrepôts de données de santé, notamment dans le cadre de leur gouvernance. C'est ce qui a donné lieu à une concertation qui elle-même a duré quasiment un an avec un ensemble d'acteurs, et on peut aller à la slide suivante parce que tous ces acteurs ont participé à la concertation, mais aussi en fait à élaborer cette formation parce que beaucoup d'entre eux sont venus, on l'a testé avec eux, on l'a consulté avec eux, et donc je voulais remercier l'ensemble de ces acteurs d'avoir participé à la concertation et à cet effort de construction des supports qui est un livrable attendu de cette concertation et qu'on met enfin en ligne et qu'on va pouvoir vous exposer dès maintenant. Et Claude, peut-être un petit mot sur un cadrage plus global des entrepôts et de nos relations institutionnelles à cela. Absolument. Donc, comme vous le savez, enfin, comme vous savez, ou comme vous pourrez le regarder dans les formations qui ont été indiquées par Caroline, nous cherchons à
construire petit à petit un patrimoine des données de santé. Et évidemment, il y a énormément de données qui existent dans les établissements de santé parce que, évidemment, au moment où les patients sont accueillis, il y a évidemment beaucoup de données à la fois, mais surtout médicales, qui sont tout à fait intéressantes pour apprécier le fonctionnement du système de santé. Et c'est pour ça que le ministère a lancé un appel à projet, mais plus généralement une politique pour développer les entrepôts de données de santé à des fins évidemment pour les établissements et pour l'usage des établissements, que ce soit pour la gestion des établissements que pour les recherches qui peuvent être faites au niveau des établissements, mais également pour permettre que ces données puissent être réutilisées dans le cadre des recherches de manière plus large et et évidemment, que ce soit pour la recherche, l'innovation, mais aussi la conduite et le management du système de santé en France et qui, évidemment, qui bénéficiera de toutes ces données. C'est pour ça que nous avons mis en place cette politique et c'est ainsi que ça peut répondre, entre guillemets, la formation d'aujourd'hui répond aussi à une compréhension par l'ensemble des citoyens de la nécessité et de l'intérêt de cette politique au final. Merci beaucoup. Eh bien, on va pouvoir commencer ce module et je laisse la parole à Marie. Effectivement, donc pour commencer, il convient déjà de définir ce qu'est une donnée de santé. Donc très brièvement, c'est le règlement général sur la protection des données personnelles, autrement dit le RGPD, qui définit les données de santé comme les données relatives à la santé physique ou mentale passée, présente ou future d'une personne physique, donc y compris la prestation de services de soins en santé, qui vont révéler des informations sur l'état de santé de cette personne. Donc, de cette définition, la CNIL a identifié 3 catégories de données de santé. Donc, on a les données de santé par nature, c'est-à-dire les antécédents médicaux, les soins réalisés ou encore les résultats d'examen. La deuxième catégorie, ce sont les données de santé par croisement, c'est-à-dire le croisement de plusieurs données qui va permettre de tirer une conclusion sur l'état de santé d'une personne. Donc là, par exemple, on peut associer le poids et la taille d'une personne pour en déduire l'IMC. Et la troisième catégorie de données de santé, ce sont les données de santé par destination, c'est-à-dire de par l'utilisation de ces données qui va en être faite au plan médical. Donc, par exemple, la photo d'une personne intégrée à son dossier médical en vue de la réalisation d'un acte de chirurgie réparatrice, par exemple. Donc, on voit qu'on a vraiment une définition large des données de santé avec une collecte de plus en plus importante et de nombreux bénéfices. Déjà parce qu'elles sont indispensables pour les acteurs du système de santé, donc notamment dans le cadre de la prise en charge pour assurer et financer les soins, mais elles peuvent également faire l'objet de diverses réutilisations qu'on va évoquer juste après. Il faut juste avoir en tête que la collecte et le traitement des données de santé, que ce soit dans le cadre de la prise en charge ou lorsqu'elles sont réutilisées, doit respecter le cadre juridique applicable, donc y compris s'agissant de la sécurité des données, et que les données de santé sont particulièrement protégées car elles sont considérées comme des données sensibles. Donc pour illustrer l'utilisation, les différentes utilisations, c'est la slide juste après. Pour illustrer les différentes utilisations des données de santé, on peut prendre l'exemple donc de Valérie, qui en ce moment a des soucis de santé et son médecin traitant l'a référée à un spécialiste à l'hôpital pour vérifier un possible problème de thyroïde. Donc, lors de sa consultation à l'hôpital, les données de santé de Valérie vont être collectées et traitées dans un premier temps dans le cadre de sa prise en charge, pour assurer sa prise en charge médicale. Donc là, on voit bien la production de données de santé qui décrivent les informations et décisions prises par l'équipe médicale et la suite de la prise en charge, ainsi que certaines données nécessaires pour assurer le remboursement de ces prestations. Donc là, on parle vraiment, dans le cadre de sa prise en charge, d'une utilisation primaire, autrement dit en première vie des données. Les données de santé de Valérie pourront également faire l'objet de plusieurs réutilisations pour d'autres objectifs. Donc là, on voit bien, par exemple, pour piloter l'activité de l'hôpital ou encore améliorer les connaissances médicales et la prise en charge des patients, donc par exemple par le biais de recherche. Ces données de santé de Valérie pourront également être versées dans une base de données nationale, donc non nominative, qui s'appelle le Système national des données de santé, qui pourront par exemple servir et être réutilisées pour faire de l'épidémiologie ou retranscrire le parcours de soins de patients à l'intérieur ou à l'extérieur de l'hôpital.
Donc on voit bien que l'utilisation en première vie ou en seconde vie des données permet de valoriser les données de santé de Valérie, sous réserve de respecter le cadre juridique applicable. Et maintenant, on verra l'opportunité de créer et de recourir à un entrepôt de données de santé. Alors, pour pouvoir suivre du coup, pourquoi finalement un entrepôt de données de santé, bah, ça peut être utile. On va faire comme on le fait régulièrement pendant les mardis de la donnée de santé. On va repartir tout simplement du parcours des personnes, d'un médecin, d'une patiente. On va suivre aujourd'hui du coup l'histoire de Valérie pour comprendre un petit peu pourquoi l'entrepôt de données de santé nous permet de faire plus de choses. Donc, sur la slide du coup qui suit, vous allez voir Valérie, ben voilà, comme toute patiente, elle va se rendre à l'hôpital. Alors, la première étape quand on arrive à l'hôpital, c'est évidemment de passer par l'accueil. Voilà, elle va dire qu'elle a un rendez-vous avec un endocrinologue, en l'occurrence, pour des possible problème de thyroïde. Se présente du coup au service d'admission, elle va donner ses documents, hein, carte d'identité, carte vitale, carte de mutuelle, qui vont permettre de bien l'identifier et aussi de bien pouvoir lui rembourser ses soins. Elle va présenter sa lettre du médecin traitant, hein, qui lui dit qu'elle doit aller voir l'endocrinologue. Et donc l'agent d'accueil lui dit qu'est-ce qui se passe dans son ordinateur, ce qu'on voit dans le petit encadré en bas. Eh ben, il va rentrer les informations nécessaires pour le fonctionnement administratif de l'hôpital, c'est-à-dire qu'il va permettre de bien enregistrer la visite, de faire la facturation et surtout d'assurer la traçabilité aussi, puisque l'identité de Valérie, ben, on a besoin que ce soit la même dans tous les ordinateurs finalement de l'hôpital. Après être passé du coup par l'accueil de l'hôpital, elle va se rendre du coup sur la slide suivante. euh, euh, du coup, bah, directement au sein du service d'endocrinologie pour sa consultation avec le docteur Paul, que vous voyez sur la droite. Il va l'interroger sur ses symptômes, inscrire des données dans son dossier médical. Elle va du coup lui décrire un petit peu ses différents symptômes. Il va émettre du coup des hypothèses de diagnostic et il va notamment imaginer que ça peut être une hypothyroïdie, mais pour en être sûr, il va falloir des examens complémentaires. Et c'est pour ça qu'il lui prescrit une prise de sang et aussi une IRM, donc un examen d'imagerie médicale de la thyroïde. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe sur l'ordinateur du docteur Paul? Lui, il utilise un logiciel spécifique à son activité, ce qu'on va appeler un logiciel métier, pour faire son métier de médecin et du diagnostic. Il va y renseigner ces différentes informations et qui vont pouvoir du coup être transmises dans un système sécurisé plus global qu'on va appeler le dossier patient informatisé au sein du coup de l'établissement. Et puis, il va rentrer les prochaines étapes pour la prise en charge de Valérie, c'est-à-dire la prise de sang et son examen d'IRM qui vont du coup devoir suivre. Et justement, quand Valérie, en fait, elle va revenir à l'hôpital, notamment pour faire bah, la prise de sang qu'on lui a prescrit. Donc, l'agent de l'accueil va la retrouver dans son système, dans son ordinateur évidemment. Elle va aller au laboratoire faire sa prise de sang. La technicienne va retrouver son rendez-vous, va retrouver quel est le prélèvement qui doit être effectué et son logiciel va d'ailleurs même lui dire quel type de tube il faut utiliser pour pouvoir faire la bonne analyse, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe sur l'ordinateur, du coup, cette fois-ci, au niveau du laboratoire? Et ben, là aussi, le laboratoire de biologie, il a son logiciel métier spécialisé, justement, pour traiter les analyses de biologie. Ces fameux, quels sont les tubes, l'identité de la personne, la nécessité d'éventuels examens complémentaires dans d'autres laboratoires. Bref, une fois que ces analyses elles sont terminées, le responsable du laboratoire, hein, le biologiste, va vérifier les informations. Ça va être validé dans ce fameux logiciel et ce logiciel va permettre bah, aux autres médecins de l'hôpital, notamment le docteur Paul en particulier, de pouvoir consulter ces résultats via du coup un portail des résultats de biologie, puis d'être au courant du coup de tout ça. Alors, elle avait une prise de sang à faire, mais elle avait aussi un examen d'imagerie. Et donc là, c'est pareil. Même parcours, le secrétaire va retrouver dans son ordinateur Valérie, son identité, son rendez-vous. Elle va aller voir du coup le radiologue pour pouvoir faire du coup cette IRM. Le médecin va avoir sur son écran d'ordinateur les IRM en direct. À la fin, le radiologue, il va faire dicter un compte-rendu du coup et indiquer que du coup, elle peut retourner voir le docteur Paul, son endocrinologue d'origine, avec ce résultat d'examen. Qu'est-ce qui se passe sur l'ordinateur? Encore une fois, eh ben, on retrouve le radiologue va avoir son propre logiciel, métier spécialisé dans l'imagerie, parce que c'est pas pareil de gérer des images que des tubes et des analyses de biologie et des chiffres. Une fois que les clichés sont terminés avec le logiciel, ça va être analysé, ça va être validé, et pareil, ça va pouvoir être partagé pour que le docteur Paul ou d'autres professionnels de santé dans l'établissement puissent accéder à ces résultats. Alors, il faut bien noter du coup qu'une fois qu'on a vu tout ça, le radiologue n'utilise pas hein, le même logiciel que le
technicien de laboratoire, que le docteur Paul, ou bien évidemment que le service administratif des admissions. Alors du coup, une fois qu'elle a tout ça en poche, dans son dossier, finalement, Valérie, elle va revenir à l'hôpital pour revoir le docteur Paul avec tous ses résultats, prise de sang, image d'IRM. Et puis elle va voir que dans l'ordinateur, lui, qu'est-ce qui se passe pour le docteur Paul? Bah, il va naviguer entre les différentes fenêtres, les différents résultats, etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est obligé d'utiliser ces différents logiciels, finalement, le Dr Paul? Eh bien, parce qu'on l'a dit, chaque logiciel métier est différent et donc on a utilisé des logiciels séparés pour faire chacune de ces tâches médicales et d'avoir chacune de ces données, informations de santé différentes. Et là, le Dr Paul, bah, c'est pas évident forcément pour lui. Il doit un petit peu jongler entre tout ça et c'est aussi ça qui va faire du coup l'intérêt de pouvoir recourir à un entrepôt de données de santé, c'est ce qu'on va pouvoir décrire ensuite. Parce que si on résume son parcours, finalement, Valérie, elle a fait plusieurs visites, elle a ses informations, ses données dans quatre systèmes informatiques, l'administratif, le dossier patient complet, le logiciel de biologie, le logiciel d'imagerie. On l'a dit, chaque métier est spécialisé et va donc avoir son propre logiciel spécialisé. Et le docteur Paul, eh ben, il doit jongler du coup pareil entre tout ça. Et c'est aussi pour répondre du coup à ces problématiques qu'un entrepôt de données de santé va pouvoir être utile et c'est justement ce que on va du coup voir juste après. Alors, comme vient de vous le décrire Arthur, on voit comment tous les professionnels de santé et toutes les catégories de professionnels de santé utilisent des outils spécifiques et qui sont liés à leur spécialisation. Et c'est pour ça que ça converge vers nombreuses données qui sont issues de nombreux logiciels différents, etc. Et donc, bien évidemment, il y a des dossiers, il y a des informations qui sont partagées au niveau du suivi des patients et en particulier, évidemment, la question administrative, puisqu'il faut suivre les patients jusqu'au bout, mais évidemment, tous les logiciels qui ont été décrits, qui ont été en tout cas signalés dans le parcours et dans les différents parcours, ne dialoguent pas, ne vont pas directement chercher les données chez les uns et chez les autres, parce qu'on va dire qu'ils sont spécifiques et donc on dit qu'ils ne sont pas interopérables. Un terme un peu barbare qui dit simplement que je ne peux pas prendre des données d'un côté, les mettre à côté des autres et d'un coup tout ça marche de manière harmonieuse. Et donc évidemment c'est un des premiers sujets qui nous amène vers l'entrepôt, mais c'est pas le seul. Et donc c'est lié. Et donc vous voyez cette partie-là est liée très au fonctionnement et au fonctionnement des spécialités. La deuxième grande question qui nous amène à dire vers l'entrepôt de données, donc si on peut passer à la suivante, si ça... Voilà, merci. C'est que, évidemment, et je pense que c'est un point très très important pour le citoyen, c'est que les différents opérateurs et les différentes spécialités, les différents professionnels n'ont pas besoin de connaître l'ensemble du dossier médical d'une personne. Ils ont besoin de connaître une partie qui est nécessaire à leur activité, c'est-à-dire quand je fais la biologie, je fais la biologie, mais je n'ai pas besoin d'avoir l'image de radio pour faire la biologie, etc., etc. Et donc, et ça, c'est très important pour que la question du secret médical soit évidemment respectée et que les droits des patients soient respectés. Très important et ça nous amène évidemment à aussi considérer que tout ne peut pas être au même endroit, comme ça, en libre accès, n'importe comment. Et évidemment, le médecin qui est chargé de la prise en charge globale et l'équipe médicale qui s'en occupe ont accès aux différentes données, mais on voit bien qu'il faut les séparer de manière à s'assurer que personne ne va aller voir n'importe quel dossier de patient. À titre anecdotique, voilà, quand Michael Schumacher a été admis à l'établissement de Grenoble suite à son histoire de ski, évidemment, il y a beaucoup de gens qui voulaient aller voir son dossier médical. Bon, bah, je pense qu'il ne faut pas que les gens aillent voir le dossier médical, même s'ils sont évidemment dans l'établissement. Donc, il faut que nous soyons évidemment très, 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 très important cette question d'isolation partielle des données, même si évidemment la cohérence est importante du parcours. Alors, du coup, le problème, c'est que quand on fait ça, il y a un certain nombre de choses qui limitent l'activité médicale. Là, on va retrouver le docteur Paul et qui suit le parcours de Valérie et puis qui se dit mais il me semble que j'ai des cas similaires ou j'ai des cas similaires dans mon service
Ou alors, dans les services d'à côté, il y a eu un cas comme ça, etc. Et donc, je voudrais pouvoir comparer les données de Valérie avec des données d'autres patients. Et donc ça veut dire qu'il faut évidemment rassembler les données à des endroits qui permettent de faire ce travail-là. Et encore, ce travail-là est bien clairement de la question de la prise en charge, c'est-à-dire toujours pour améliorer la prise en charge et évidemment pas pour connaître le parcours particulier de Jean-Pierre ou de Corinne, par exemple. Et donc, simplement, il faut trouver une solution pour que le docteur Paul puisse accéder aux données en respectant les droits citoyens, mais qui lui permettent par ailleurs d'améliorer la prise en charge globale des patients. Et c'est là qu'on arrive à évidemment reconstituer et dans le diapositive si c'est possible. Voilà. Et c'est là où on va se dire, ben, finalement, il faudrait que ces données soient rassemblées quelque part. Donc, on va créer une infrastructure informatique, bien sûr sécurisée, dans lequel on va pouvoir rassembler les données qui arrivent des différents logiciels, qu'on va pouvoir raccrocher au même patient et qu'on va mettre en place une base de données structurée qui va permettre de répondre à la fois aux questions de pilotage des parcours de soins et évidemment, on le voit bien avec de pouvoir comparer des patients entre eux plus facilement, mais aussi donc répondre aux questions de recherche. Recherche, ça veut dire que à ce moment-là, on ne s'intéresse pas tellement au cas de Valérie en particulier, mais d'un cas clinique qui nous permet de dire voilà ce qu'il faudrait faire pour améliorer la prise en charge. Et donc, c'est cette combinaison, c'est-à-dire à la fois une infrastructure sécurisée qui va permettre aussi de gérer les droits d'accès et de dire telle personne a le droit d'accéder à telle donnée et telle personne n'a pas accès à telle donnée, etc., qui va permettre, avec des données complètes rassemblées, qui permettent ensuite de répondre aux besoins des établissements, à la fois pour la prise en charge, à la fois pour l'étude de leur fonctionnement interne d'établissement, mais aussi aux questions de recherche interne ou externe. Et c'est ça qu'on appelle finalement un entrepôt de données de santé. Et donc, effectivement, maintenant qu'on a pu voir quels étaient les défis un petit peu au sein d'un établissement de santé eh bien, pour réunir les données de santé et les utiliser efficacement, on a vu que comme elles venaient du soin, elles étaient cloisonnées au départ, qu'on peut les rassembler pour justement cette seconde vie des données. Et donc justement, c'est de pouvoir détailler finalement quels sont les bénéfices qu'on peut en attendre pour les patients finalement. L'entrepôt de données de santé, il va permettre effectivement de faire de la recherche, du suivi d'activité, etc. Alors, si on regarde du coup dans le coin en haut à droite, on voit tout d'abord effectivement un entrepôt de données de santé, bah, ça va être bénéfique pour les patients et l'hôpital à moyen terme, effectivement, parce que ça va permettre de contribuer à l'amélioration continue de la prise en charge des patients. On va mieux comprendre certains parcours, on va pouvoir mieux comprendre comment l'hôpital fonctionne, et donc ça va être utile pour améliorer la qualité de prise en charge dans l'établissement. C'est aussi bénéfique pour les patients et à l'hôpital à plus long terme parce qu'on va faciliter la mobilisation de ce patrimoine de données en interne et par exemple pour de l'innovation, pour de la recherche, on l'a dit, et ce qui va permettre au même titre que la réalisation d'études cliniques par exemple, eh ben, d'améliorer les soins pour les patients de l'hôpital, mais aussi de manière plus large pour tous les patients, puisqu'on va pouvoir créer du coup aussi de la connaissance scientifique. Ça va être bénéfique pour des chercheurs externes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à noter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les équipes au sein de l'établissement qui peuvent utiliser en tout cas ces données de santé. Alors, il y a tout un tas de conditions qui seront détaillées au fur et à mesure des webinaires des mardis de la donnée de santé hein, sur ce sujet, mais ça va permettre à des équipes externes de chercheurs justement de pouvoir utiliser ces données de santé dans un cadre qui justement est bien défini et pas n'importe comment. Mais du coup, ça va permettre aussi une certaine ouverture de la donnée. La donnée, elle ne reste pas bloquée, coincée, on va dire, dans le dossier médical du patient. Elle peut du coup vraiment être bénéfique au sens large pour les patients. Et je crois que je passe la parole à Hervé qui va faire égrener quelques illustrations. Oui, ben surtout en fait, nous projeter un petit peu sur la suite, parce qu'en fait, là, on a vu finalement à quel besoin répondait finalement l'entrepôt de données de santé, et puis finalement, bah, pour comprendre finalement si son impérieuse nécessité, c'était de comprendre justement comment fonctionnait dans les différents systèmes d'information la prise en charge d'un patient. Et ce qui est important de voir, c'est que lors des prochains webinaires, on va pouvoir aborder d'autres dimensions qui sont un petit peu résumées dans ce carré. C'est qu'en fait, un entrepôt de
données de santé, c'est pas un projet technologique. Il y a un versant technologique que l'on va voir lors des prochains mardis, où effectivement on va voir qu'il y a des vraies questions à se poser. En fait, on va pas tout mettre. On va dire quelles données on choisit, à quelle fréquence, quelle profondeur. Donc il y a un vrai travail. Et puis on va voir surtout qu'en fait un entrepôt c'est quelque chose qui vit, qui se gouverne, où notamment les représentants d'usagers doivent avoir leur place pour effectivement s'exprimer sur les projets qui vont mobiliser les données. Et puis, parce que ce n'est pas un projet que technologique, c'est un projet transverse, on parle parfois de projet d'établissement, vous allez voir en fait qu'il y a surtout des hommes et des femmes, et c'est le but aussi du troisième mardi sur les entrepôts de données de santé, où en fait on va vraiment voir qu'en fait, il y a des fonctions particulières, il y a des rôles particuliers, j'ai parlé des représentants d'usagers, on va voir, il y a tout un ensemble de métiers qui sont bien loin d'informaticiens, qui sont nécessaires au fonctionnement, j'ai envie de dire, plein et efficace et au service de la communauté des entrepôts de données de santé. C'est ce qu'on va voir lors des prochains mardis. Celui-là esquissé déjà de mais pourquoi en a-t-on besoin? Et j'espère que la mission est remplie. Caroline? Merci beaucoup. Eh bien, il y a pas mal de questions. On pourrait commencer par quelques questions qui pourraient s'adresser à Marine sur finalement le périmètre, la définition d'une donnée de santé. C'est-à-dire, est-ce que échantillon de sang, ça fait partie d'une donnée de santé? Est-ce qu'un rendez-vous, enfin une info d'un rendez-vous médical, tout ce qui se joue autour, c'est une donnée de santé? Donc, est-ce que tu as quelques éléments là-dessus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Il faut reprendre, comme on l'a vu tout à l'heure, les données de santé dans leur définition, c'est-à-dire elles sont définies vraiment au sens large. Et si on reprend le contexte, en général, on va prélever un échantillon de sang pour une finalité en général. Ça peut être pour une finalité de santé. Donc là, on considérera que ce sera également une donnée, ça peut être une donnée de santé. Et par exemple, pour un rendez-vous médical, pareil, on considère les données de santé au sens large. Donc, par exemple, le fait, enfin voilà, d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste, ça peut donner des informations sur le fait qu'on ait telle ou telle pathologie et donc qui révèle des informations sur notre état de santé. Donc, dans tous les cas, en fait, peu importe les données auxquelles on est confronté, il faut vraiment avoir en tête que dès lors qu'elles peuvent déduire en fait une information sur notre état de santé, juste la simple déduction ou alors le fait que ce soit vraiment tranché, on considère que c'est des données de santé. Très bien, merci. Pour Claude, peut-être, je vois qu'il y a des questions sur la différence finalement entre mon espace santé, ce qui est développé, donc, dont on peut expliquer pour ceux qui ne le sauraient pas, par la DNS et un entrepôt. Bah, alors, le premier sujet, c'est que mon espace santé, ce sont les données des patients à leurs mains. C'est-à-dire, c'est eux qui disent, j'ouvre et j'active, enfin, j'ouvre non, maintenant c'est ouvert automatiquement, mais j'active mon espace santé et j'autorise telle ou telle personne à accéder à mes données qui sont les données personnelles. Donc, cet objet, il est à la main. Il peut contenir évidemment toute ou partie des données de santé et en particulier, il peut donner toute partie des données qui sont dans les entrepôts de données de santé, mais en réalité, pas tout à fait la totalité. Et j'explique pourquoi pas tout à fait la totalité. C'est-à-dire que ça va contenir le compte rendu, par exemple, ça va contenir les résultats des analyses, mais ça ne va pas contenir le fait que l'analyse, forcément dans telle unité de soins que ça a été fait, etc., etc. Donc, il y a forcément des données qui sont plus complètes parce que c'est pour la gestion de l'hôpital et moins complètes dans mon espace santé. Et c'est surtout que c'est un objet différent. C'est un objet où l'objet, c'est de dire, c'est mes données, je les partage avec qui je dois, j'estime que je peux les partager. Et en cas de pépin, je peux évidemment donner accès à des professionnels de santé pour qu'ils me traitent. Le cas de l'entrepôt de données de santé, ce sont des dossiers patients qui sont gérés par les établissements pour les soins à l'intérieur des établissements. Mon espace santé, ça couvre l'ensemble du champ, évidemment, établissement et ville. Donc, on voit que c'est des objets un peu différents, qui ont des données évidemment communes, qui communiquent entre elles, puisque évidemment, l'établissement peut envoyer des données dans mon espace santé, et évidemment, par ailleurs, le patient peut ouvrir son espace santé pour les professionnels de l'établissement. Mais évidemment, vous voyez, c'est un objet un peu différent. Et surtout en termes de maîtrise. C'est-à-dire que voilà, mon espace santé à la main du patient, l'entrepôt de santé à la main de l'établissement.
Merci beaucoup. Peut-être aussi une question pour toi, Claude, que j'ai vu passer sur les données de ville. C'est d'ailleurs les entrepôts de données de santé pourront-ils communiquer avec la ville car il existe des médecins en ville, puis peut-être évoquer le projet Oui. P4DP. Alors, évidemment, notre souci est évidemment de continuer, comme je disais tout à l'heure, un patrimoine complet de données sur l'ensemble du système de santé. Aujourd'hui, il est certain que sur le système de médecine de ville, on a moins d'informations et moins d'informations surtout cliniques, c'est-à-dire de ce qui est fait en termes de pourquoi les gens vont voir leur médecin généraliste, quels sont les résultats d'analyse que leur prescrivent leur médecin généraliste ou spécialiste en ville, etc., etc., etc. Donc, nous avons l'ambition, évidemment, de largir, entre guillemets, notre capacité à aller regarder ce qui se passe dans la ville. Et en particulier, il y a un projet qui s'appelle P4DP, mais je vais pas vous dire l'acronyme, je me souviens plus, mais enfin, c'est pas grave. L'idée, c'est de construire un entrepôt de santé à partir des logiciels des médecins de ville qui alimenterait un entrepôt qui aurait finalement une fonction un peu équivalente à ce qu'on imagine des entrepôts de données de santé hospitaliers qu'on a vu aujourd'hui. C'est dans l'idée de dire de rassembler des données homogènes qui permettent effectivement de constituer, faire des études et des recherches sur la médecine de ville. Mais là encore, le logiciel médical du médecin, il y a plusieurs logiciels médicaux, tout répartis effectivement, et tout le monde n'utilise pas le même logiciel, tout le monde n'utilise pas le même logiciel de la même façon, etc., etc. Donc ça nécessite beaucoup de travaux et d'homogénéisation pour que obtenir des données homogènes dans l'intérieur des établissements, dans l'intérieur de l'entrepôt de santé de ville lorsqu'il existera. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et évidemment, ça sera très utile. Mais encore une fois, le parcours de soins, il sera nominatif dans les logiciels locaux des médecins. L'entrepôt de données de ville, il sera pseudonymisé, c'est-à-dire on enlèvera les données nominatives connues, de manière à constituer un endroit dans lequel on peut faire des recherches, des études, mais évidemment de ne pas retourner vers le patient. C'est le patient, il maîtrise ses données à la fois côté mon espace santé et à travers la confiance qu'il fait à son médecin généraliste qui utilise ses données personnelles pour le traiter à lui. Merci beaucoup. Il y a une question aussi sur savoir si on abordera le sujet de la différence entre information générale, je suppose par la collective, et information individuelle. Oui, ce sera le quatrième module. La date n'est pas encore fixée, mais ça le sera bientôt. Ce sera un mardi à midi. Donc ça, c'est déjà pas mal de le savoir. Donc un module et il sera évidemment en ligne avant même d'ailleurs le webinaire. Donc c'est prévu. Peut-être encore Claude, quelques mots sur le COSTRAT, ses travaux parce qu'il y a quelques questions sur le financement des EDS. Alors, donc, comme les entrepôts de santé hospitaliers, ils ont été en partie initiés par des initiatives des établissements eux-mêmes et Caroline Germain, qui est assistante là, pourrait en parler pour l'établissement de la PHP. Euh, mais évidemment, on a tout intérêt, et le ministère s'est aussi saisi cette question, et notamment pour mettre du financement qui permette d'aider les établissements et les groupements d'établissements à constituer des entrepôts de santé hospitaliers. Et donc cet appel à projet qui a été fait l'année dernière et qui a mis 75 millions sur la table sur à peu près 3 ans, avec évidemment des gens qui répondaient à ces projets-là pour évidemment obtenir du financement. Mais au-delà de cet appel à projet, et évidemment, l'idée que nous portons, c'est l'idée que il faut qu'il y ait un financement pérenne, en partie pour les établissements, pour les entrepôts de données de santé. Et ceci pourquoi? Parce qu'en réalité, un entrepôt de données de santé, il se crée pas. Et puis on le ferme, on l'ouvre, on le ferme, et puis au gré des financements. Il faut qu'il y ait toute une partie de financement qui soit pérenne afin que on puisse construire dans la durée ces entrepôts, parce que ces entrepôts, ils vont évoluer. Parce que, évidemment, on va rassembler des données supplémentaires, on va à un moment donné les organiser, on va faire essayer d'améliorer leur qualité, parce qu'effectivement, quand vous avez des données comme ça, elles sont parfois, il y a parfois des erreurs quand on transcrit, des erreurs, etc., etc. Donc, il faut qu'on mette de l'argent pour que les établissements puissent entretenir l'entrepôt et de manière qu'il soit toujours
ils permettent de travailler correctement à partir de ces données. Voilà, je peux dire à ce stade. Merci. Peut-être Caroline, quelques mots aussi. Oui, mais Claude a très très bien résumé le sujet du financement. Peut-être pour dire que effectivement construire un entrepôt et le maintenir, c'est coûteux en matière d'infrastructure, c'est coûteux en matière d'expertise. Et peut-être un mot pour dire que les hôpitaux, alors moi je parle au nom de l'assistance publique et des hôpitaux de Paris, mais nous sommes plusieurs hôpitaux à participer aussi à cette réflexion aux côtés du ministère et des équipes ministérielles pour imaginer un modèle de financement qui soit soutenable dans la durée et qui permet de démultiplier les usages, alors que ce soit pour des fins de recherche ou d'innovation, mais aussi pour des fins de pilotage et d'évaluation des politiques publiques. Donc nous sommes pleinement associés à cette démarche-là. Et en tant qu'établissement qui a pu bénéficier lors de la première vague de l'appel à projet d'un financement pour la consolidation de l'entrepôt, nous saluons évidemment le soutien de l'État pour aider les opérateurs, hein, ceux qui conçoivent ces entrepôts-là, à pouvoir les développer et les consolider. Merci beaucoup. Une autre question très intéressante d'ailleurs, on travaille dessus aussi pour un module de ces webinaires, c'est un petit peu de voir les différences selon ce qu'est une cohorte, une base de données, un registre, un entrepôt. Peut-être déjà juste la différence entre cohorte et entrepôt, Hervé peut-être? Merci beaucoup de la question, Caroline. En fait, c'est une réponse qui est assez fine, parce que la limite, entre guillemets, est fine, c'est-à-dire, en fait, ça va dépendre de la finalité. Une étude, une cohorte, un registre est fait pour répondre à une question précise qu'en général on connaît quand on démarre. Parce que d'ailleurs, on informe les gens en disant on va faire un suivi pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant un an, afin de répondre à telle et telle question. En entrepôt, c'est l'idée, effectivement, de mettre à un endroit des données, de les organiser, afin de répondre plus tard à des questions qu'on ne connaît pas encore maintenant, lesquelles questions on veut répondre. Donc, ces deux usages, entre guillemets, un petit peu différents. Néanmoins, de plus en plus de corps, registres, études prévoient la possibilité et informent les participants et demandent leur utilisation pour leur dire, à la fin de l'étude, une fois qu'on aura répondu à nos questions de l'étude, on va mettre ces données en entrepôt afin que peut-être, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, disons, si d'autres questions émergent, est-ce qu'on pourra réanalyser vos données afin de répondre à ces nouvelles questions? Voilà, entre guillemets, un petit peu la différence. C'est sûr, est-ce que l'on connaît la finalité tout de suite, on enregistre une cohorte, ou est-ce qu'on organise les données afin de répondre à potentiellement un grand nombre de questions dans le futur? Mais on va voir dans les prochains mardis, on ne peut pas répondre à toutes les questions parce qu'un entrepôt, ça s'administre aussi d'un point de vue gouvernance et on doit juger quelles sont les questions pertinentes pour la communauté de celles qui le sont moins. Et ça, c'est mardi prochain. Le prochain mardi. Exactement. Merci beaucoup. Peut-être une autre question sur Claude, pour toi, sur la différence, remettre un petit peu les choses en perspective entre Système national des données de santé, entrepôt de données de santé. Alors, donc le système national des données de santé, quand tel qu'il vous a été présenté dans un webinaire il y a quelques mois, il est constitué grosso modo de deux choses. D'un côté, une base principale, qui est une base principale historique, qui contient les données de l'assurance maladie, donc ce qu'on appelle le SNIRAM dans notre petit jargon, des données qui sont issues des séjours hospitaliers, hein, le programme médicalisation des systèmes d'information, les causes médicales de décès, et vont arriver bientôt des données sur les maison départementale pour les handicapés. Et éventuellement, et aujourd'hui, on a rajouté Vaxi, donc le système d'information sur la vaccination Covid, et SIDEP, le système qui suivait les contaminations Covid. Bon, tout ça, ce sont des données qu'on va considérer la base principale. Et puis, il y a ce qu'on appelle un catalogue de bases complémentaires, qui sont des bases plus spécifiques, en général plus petites, pas forcément exhaustives sur la population, mais qui contiennent des données qui ne sont pas dans la base principale,
qui sont en particulier des données cliniques. Et c'est pour ça que ça fait le lien avec les entrepôts de données de santé hospitaliers, parce que ces derniers contiennent énormément de données cliniques, parce qu'il y a tous les résultats, évidemment, des analyses, les diagnostics médicaux, etc., 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 et toutes les mesures qu'on fait sur les personnes, la tension, etc., etc. Bon. Et donc, l'idée, là, c'est de bien de combiner, de pouvoir à terme combiner ces deux choses, c'est-à-dire avoir d'un côté la base principale telle qu'elle existe, etc. Deuxièmement, des bases complémentaires et notamment cliniques dont les entrepôts de données de santé hospitaliers font partie de ce deuxième cas de figure. Ce qu'il faut évidemment comprendre pour nous, c'est que les données qui sont recueillies au sein des établissements de santé à l'occasion du parcours de soins, l'établissement en a besoin. Il en a besoin pour lui. Et il en a besoin pour lui, pour les soins, et ensuite pour le suivi de l'activité de l'établissement et pour mettre en place des recherches au niveau de son établissement et voir évidemment avec d'autres établissements s'ils ils partagent ces données entre eux. Mais par ailleurs, on a besoin de consolider au niveau international ces données-là de manière à ce que on puisse cumuler et pouler, enfin, pouler est un terme trop technique, mais cumuler ces données au niveau national, parce que imaginez la chose suivante. Aujourd'hui, dans les données que nous recueillons à travers du système national de santé, aujourd'hui, nous n'avons ni le poids ni la taille. Voilà. Imaginez demain que tous les établissements de santé hospitaliers aient pu, à un moment donné, enregistrer le poids et la taille des personnes. Eh bien, nous serions capables de donner cette mesure-là à un niveau exhaustif sur toute la population, chose qu'on n'est jamais arrivé à faire. Et c'est valable pour le poids et la taille, mais c'est valable évidemment pour d'autres, comme la tension, par exemple, parce qu'en général, quand vous allez dans un établissement de santé, on vous prend la tension, on regarde ça, etc., etc. Donc, on a une capacité à produire certainement la base de données sur la santé la plus complète, la plus exhaustive et la plus. Enfin, peut-être il n'y a pas d'équivalent au monde, quoi. Dans ce cas-là, pas d'équivalent au monde. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans cette affaire-là. Et évidemment, on ne l'a pas tout de suite. Ça se construit et on voit bien comment, etc. Mais néanmoins, l'idée, c'est bien d'avoir des données dans l'établissement pour les établissements et puis avoir des données au niveau central pour du pilotage global, pour de la recherche multicentrique généralisée, pour etc. etc. Et ça, c'est bien complémentaire, entre guillemets, entre les deux aspects de l'utilisation de ces données. Merci beaucoup. On arrive au bout de ce webinaire. Il dure 45 minutes. On a pu répondre à quelques questions, mais évidemment, pas encore toutes, mais on va le faire et on pourra vous mettre cela en ligne. Euh, je vous donne donc déjà merci beaucoup de vous être connectés, nous avoir suivis. Merci évidemment aux intervenants également, et puis pour leur participation aussi, hein, bien entendu, je le rappelle, à la construction de ces supports. On vous donne rendez-vous le 12 mars prochain pour la suite hein, de ces épisodes et en savoir encore plus sur les entrepôts de données de santé. Le prochain est vraiment sur comment finalement on peut monter un projet de ce type-là. Un autre épisode, lui, sera consacré sur les équipes qui sont les hommes derrière les machines. Et il y aura deux autres derniers modules, un sur l'information, comment on informe et comment sont informées les personnes, mais aussi un dernier sur la sensibilisation, parce qu'il ne suffit pas d'être informé pour se sentir concerné. Et donc, on donne des astuces pour les entrepôts pour pouvoir le réaliser. Donc voilà, vous avez une idée de ce programme, on va vous informer des dates et en tout cas pour la prochaine, c'est le 12 mars prochain. Merci encore à tout le monde.